Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 15 septembre 2022, la dépression tropicale numéro 7 s'est renforcée en tempête tropicale Fiona. Elle est située à 685 km de nos côtes et se déplace à 22 km/h. Nous allons faire le point dans ce journal. Le nouveau directeur du centre hospitalier universitaire a pris ses fonctions aujourd'hui. Une rencontre autour de l'habitat a eu lieu ce matin à un hôtel du Gosier. Des nouvelles du temps en ouverture de cette édition. Comme attendu, la dépression tropicale numéro 7 s'est renforcée en tempête tropicale. Le phénomène baptisé Fiona est situé à environ 684 km de nos côtes et se déplace vers l'ouest à 22 km/h. À 17h30, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages et vigilance jaune pour vents violents et vagues submersion. On fait le point sur la situation avec Eddie Elatré. Vous êtes en direct du centre météorologique du Rézé. On est passé en vigilance orange pour fortes pluies et orages depuis 17h30. Ici au centre météorologique, les prévisionnistes s'affairent beaucoup pour suivre l'évolution du temps. J'ai juste à mes côtés Régis Marek. Bonsoir, vous êtes donc météorologue. On assiste à un temps particulièrement chaotique ce soir, peut-on dire ? Oui, tout à fait. Donc on est encore loin à l'avant de la tempête Fiona que l'on peut voir ici sur ces images. Donc on se situe à l'avant, mais on a déjà pas mal de petits nuages qui circulent et qui nous donnent de brèves averses ici visualisables sur notre radar. Donc un temps qui passe très vite du temps sec à de fortes pluies. Il y a des chances que le phénomène s'intensifie, peut-on dire ? Alors oui, demain avec donc l'approche de la tempête Fiona, on devrait avoir une forte dégradation des conditions à partir de demain après-midi. Donc c'est pour ça qu'on est passé en vigilance dès ce soir par anticipation. Il faut s'attendre à des pluies donc plus durables et plus intenses à partir de vendredi après-midi, avec un pic qui devrait se trouver en soirée et dans la nuit de vendredi à samedi. De fortes pluies qui pourront conduire à des inondations. Donc il faudra être très très prudent. Cela ne concernera pas que la Guadeloupe proprement dit. Alors les fortes pluies devraient également donc toucher les îles du Nord, mais dans une moindre mesure et plus tard. Donc les îles du Nord devraient connaître de fortes averses plutôt en fin de nuit de vendredi à samedi et durant la journée de samedi. Alors pour revenir à cette tempête, vous appelez à la plus forte prudence. Effectivement, lors de vos déplacements, donc à partir de vendredi après-midi, les conditions seront assez délicates. Donc vu les quantités d'eau qui risquent de tomber, on peut s'attendre à des inondations. Régis Marek, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes prévisionniste au centre du Rézé. Voilà pour le point complet que l'on peut faire ici de la situation. Depuis le Rézé, Eddie Elatré pour MyTV Caraïbes. Merci Eddie. Le nouveau directeur du centre hospitalier universitaire a pris ses fonctions aujourd'hui. Éric Guyader arrive à la tête d'un établissement de santé publique qui traverse une crise sociale importante en raison de la mobilisation du collectif des organisations en lutte. Son portrait est signé Eddie Elatré. Ce nouveau directeur qui prend la tâche de Gérard Cotellon est situé comme un directeur d'hôpital de classe exceptionnelle. Éric Guyader possède à son actif une longue carrière dans la fonction publique hospitalière. Il occupait depuis 2012 la même fonction qui le conduit chez nous au centre hospitalier de Beauvais et celui de Crèvecoeur-le-Grand dans l'Oise. Il faut savoir qu'au tout début de l'année 2022, qu'il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre de récompense de ses 37 ans dans la fonction publique hospitalière. Cet homme de tempérament sera très attendu sur sa maîtrise des dossiers qui touchent le CHU, le transfert des personnels et des malades vers le nouvel hôpital, mais aussi sa lecture sur la réintégration des non-vaccinés demandée à corps et à cri par le collectif des organisations en lutte. Ce matin, le directeur était attendu par un petit comité de soignants suspendu, mais personne ne l'aurait aperçu. Seule la présence des forces de l'ordre était visible à l'entrée du site. Nous vous proposons ce soir de faire le point avec Michel Gérand, un représentant du collectif, le collectif qui a formulé une demande de rencontre au nouveau directeur du CHU. Depuis les sanctions-là, qui est tombé le 5 août 2021,
eh ben, nous avons arrêté le travail. Les libéraux qui ne voulaient pas prendre un piquet là, ben, nous avons décidé que nous avons arrêté le travail et nous avons suspendu nous. Nous recevons l'État à l'ARS qui a dit nous qu'à partir de telle date, nous ne pouvons pas travailler. Nous ne pouvons pas travailler avec monde. Donc c'était un grand coup, hein. C'était un grand coup social, un grand coup psychologique, un grand coup financier. Des vrais qu'on a fait travailler après tant d'années d'études, après tant d'habitants qu'on fait tant de soins, qu'on porté à peuple là pendant la période de la Covid là, et des vrais qu'on est là pour remerciement, et bien ils ont bloqué nous professionnellement. Donc effectivement ça viendrait des vrais qu'on a dépend nous pas ni salaire, nous pas ni bon revenu et que nous sommes obligés de regrouper nous avec le collectif en lutte pour nous goumer ensemble, puisque avant ça, c'était des professions bien distinctes, libérales, privées, chaque monde était en coin. Mais là, dans le combat là, ça, son bien intéresser tout le monde, donc nous tous mettons-nous ensemble et voilà, c'est le collectif en lutte, et nous avons goumé depuis effectivement un an. Donc, après, venu à nouveau directeur là. Ben, comment qu'à suivre tout le temps, puisque en permanence dans les BICLA CHU, effectivement, selon sans comprendre, il a rentré aujourd'hui là. Donc, il a préparé un accueil pour te faire comprendre qu'il ne peut pas entrer dans l'hôpital ou au Tila, il y a un tel bordel, qui a manqué personnel qui là, soi-disant, dans une forme de discrimination par rapport à nous, puisque le personnel qui est entré là, il n'y a pas à jour de vaccination. Enfin, il y a une bonne quantité qui pas à jour de vaccination complet là, il y a dit vaccination. Mais nous avons créé ça piqué parce que pour le moment, nous pouvons admettre qu'elles sont vaccinations, puisqu'il ne peut pas protéger et on peut contaminer les gens. Donc, dans ces services-là, on a des gens qui ont une dose, des gens qui ont 2 doses, des gens qui ont 3 doses. Et voilà, c'est pour ça que nous voulons contrer, pour te parler, pour dire qu'il peut accepter ça, discrimination là, ça déjà. Et comment il peut faire entrer dans l'hôpital qui n'est pas organisé, qui a manqué de monde, qui a manqué de moyens matériels et humains. Très honnêtement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en zone? Vous savez, très honnêtement, nous toujours honnêtes dans ça, nous avons dit, déjà en comité d'accueil, il y avait Mamblo, j'ai montré déjà qu'un pays colonial qu'a fait avec nous, comment on fait dans l'hôpital ou pas même pays. Exprimer sur panier Mamblo, sur panier des camions Mamblo qui sont là, comment on peut exprimer pour aller voir un directeur. Aussi là, on peut expliquer la situation en nous dehors, situation en nous en disant, moi j'ai trouvé déjà que ça n'a jamais mal parti. Puisqu'il n'y a pas de dialogue, et là on a regardé ça, comment ça se fait que Jani, tout ça, Mamblo, Grand Monnaie, consigne nous c'est des criminels. Or, nous pas fait rien, nous juste pas accepter des points habitants qui sont expérimentaux, un produit qui est expérimental, nous toujours quelqu'un de même parole en nous. Et le peuple là aussi, puisque le peuple là, 80% pas vacciné. Donc nous avons bien démontré avec ça qui a passé là, qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Et là, nous faisons recherche, quand on est là, nous avons découvert que tous les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, c'est les gens qui sont dans soins critiques, c'est les gens qui sont vaccinés. À 1, 2 ou 3 doses, les gens qui sont vaccinés, c'est les soins critiques. Ce n'est plus les gens qui sont vaccinés qui sont dans les soins critiques que les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc là, nous avons raison encore. C'est pour ça que nous allons continuer le combat là, parce que nous savons que nous avons dans ligne droite en nous, nous avons raison. Une rencontre autour de l'habitat a eu lieu ce matin dans un hôtel du Gosier. Il s'agissait d'un séminaire organisé par l'Union sociale pour l'habitat en Outre-mer et l'Association des maires de la Guadeloupe. Le thème choisi est pour une territorialisation efficiente des politiques de l'habitat. De grandes réflexions pour tenter de sortir par le haut sur le sujet important pour l'avenir de notre département. Écoutons Jocelyn Sapoti, le président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Ce séminaire qui se déroule aujourd'hui en Guadeloupe, mais qui se déroule aussi en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, est à l'initiative, bien sûr, des associations des maires, mais aussi de l'UCHOM, qui est l'Union sociale pour l'habitat. Le travail consiste à faire un diagnostic de ce qu'il y a en termes d'habitat, en termes de logement sur nos territoires, et de constater qu'il y a un certain nombre de besoins. Les besoins sont des besoins quantitatifs par rapport au nombre de logements sociaux, mais on ne peut pas s'arrêter à cela. Les besoins aussi sont en termes qualitatifs. Quel type de logement social? Est-ce qu'on fait que du locatif ou est-ce qu'on va faire de l'accession à la propriété? Quel équilibre en termes d'aménagement du territoire? Et répondre à cette question-là, c'est
territorialiser la réflexion pour que la politique d'habitat soit adaptée à notre territoire. Pourquoi je vous dis cela? Est-ce qu'un maire, est-ce qu'un président de région, est-ce qu'un président de département ou un aménageur peut exclure cette problématique de la possession de son territoire et de l'équilibre de l'aménagement de son territoire quant à son avenir, quand on parle de logement et d'habitat? Non, c'est impossible. Quand vous construisez des logements quelque part, vous prenez une option pour l'avenir. L'option, c'est pour 30 ans, c'est pour 20 ans, c'est pour 40 ans. Si on fait des erreurs à ce niveau-là, on peut tuer un pays. On peut tuer un pays. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous de dire est-ce que les Guadeloupéens, à travers le logement social, resteront uniquement des locataires de leur pays? Ce n'est pas possible. Nous devons être aussi des propriétaires de notre pays. Donc il y a cette action-là. Est-ce qu'on va continuer à faire des centres où il n'y a pas d'harmonisation et on oublie d'autres territoires qui sont isolés, tels Anse-Bertrand, tel Petit Canal, je dis cela, ou encore Bouillant ou autre? Non, il faut équilibrer le territoire à ce niveau-là. Et comment poser ces problèmes-là sans ne pas poser le problème de la mobilité, des transports? Comment ne pas poser ce problème-là sans ne pas poser le problème de l'eau, le problème de l'assainissement? Il n'y a personne qui voudrait habiter quelque part si c'est difficile pour pouvoir aller travailler, c'est difficile pour aller faire ses courses parce qu'il y a des embouteillages, parce que c'est compliqué, ou encore parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Voilà, toutes ces problématiques-là qui sont posées. La question de la territorialisation et de la réflexion à ce niveau-là. Donc, et ça se fait aujourd'hui avec une grande satisfaction. Je remercie l'UCHOM qui s'est vraiment impliqué dans cette action-là, qui a fait appel à l'association des maires, et grâce à la délégation outre-mer qu'il y a, c'est-à-dire aujourd'hui, je dis ça, les maires se sont organisés sur l'ensemble des territoires, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte. Eh bien, nous pouvons mobiliser tous les acteurs sur ces différents territoires dans un temps record pour pouvoir aller le 26 au Sénat, discuter avec les sénateurs et travailler avec les sénateurs sur une option, une orientation que les sénateurs prendront pour défendre ces orientations dans les lois à venir. Pour le représentant de l'Union sociale pour l'habitat de l'outre-mer, cette épineuse question de l'habitat mériterait d'être approfondie avec le sérieux qui s'impose. Réaction de Thierry Romanos, le président de l'Union sociale pour l'habitat de l'outre-mer. Très important. On ne peut pas mettre en place de politique sociale de l'habitat, publique de l'habitat, sans tenir compte de cet ancrage territorial, de cette régionalisation. Il faut tenir compte du territoire, de l'aménagement du territoire, et qui d'autre qu'un Guadeloupéen, la Guadeloupe, qui connaît bien son territoire, et non pas cette vision parisienne qui vient nous imposer un développement du territoire. Donc aujourd'hui, ce séminaire donc, a eu lieu donc, sur la Guadeloupe. On a eu déjà un séminaire en Martinique, en Guyane, à La Réunion et aussi à Saint-Martin. Et dans cette poursuite, on arrive aujourd'hui sur la Guadeloupe avec une journée complète pour ce séminaire, avec 5 ateliers, vous l'avez vu tout à l'heure, des tables rondes, où nous allons discuter un peu donc cet ancrage territorial qui est nécessaire pour notre politique publique de l'habitat. Je crois qu'il faut un véritable changement de modèle économique pour le logement social et pour l'habitat d'une manière générale, en tenant compte du vieillissement de la population. Nous sommes un département qui est vieillissant avec la Martinique et on va être le département le plus vieux de France, le deuxième département le plus vieux de France à horizon 2040 ou 2035. On va être en dessous pratiquement de 300 000 habitants. Donc ça va être important. Et pour cela, il faut revoir complètement le modèle économique, revoir le logement social, revoir l'adaptation des logements aux personnes âgées, aux seniors, et aussi prévoir aussi tout l'environnement nécessaire pour cela, revoir le modèle économique avec les bailleurs, peut-être faire des logements à taille humaine, avec moins de verticalité, beaucoup plus d'horizontalité, des logements en bande et des logements peut-être sur 2 ou 3 niveaux maximum avec un bel esthétique et surtout accessible aux personnes donc âgées. Eh bien évidemment, on est tenu à être pragmatique et concret parce que cela arrive aujourd'hui. Nous sommes donc des seniors en devenir et la population est déjà très vieillissante. On perd nos jeunes qui partent, nos cerveaux, donc nos jeunes partent, la population vieillit. Donc tout ça fait que nous avons réellement une urgence. Et vous le dites, vous avez raison. Et il faut rapidement intervenir, mais pas demain, aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place ces dispositifs pour nos seniors.
La prime de rentrée des 100 € est versée depuis ce matin. Elle concerne les publics à faible revenu, les bénéficiaires de minima sociaux ou d'une bourse étudiante. Aucune formalité n'est nécessaire. Tout se fait automatiquement pour ceux qui y sont éligibles. Cette nouvelle était l'occasion pour nous de nous arrêter au Centre communal d'action sociale de Pointe-à-Pitre afin de mieux comprendre comment la nouvelle est accueillie et ce qui reste à faire pour venir en aide au public à faible revenu. Écoutons la réaction de Jean-Luc Arnaulin, le responsable du CCAS de Pointe-à-Pitre. La prime exceptionnelle de rentrée votée par le gouvernement, c'est une prime en fait. C'est une prime et je ne peux pas dire qu'on va cracher dessus. Ça répond effectivement à un besoin. Mais c'est une prime en fait. C'est pour un besoin particulier, un besoin immédiat. Mais ça ne touche pas vraiment les grosses problématiques de la précarité, des difficultés des bénéficiaires que nous recevons ici, des administrés, où il y en a beaucoup qui sont effectivement en grande précarité. Et la situation s'est encore empirée. Et je pense que c'est un pansement simplement et qu'il faut s'attaquer aux grands problèmes effectivement sur ces questions de précarité, ces questions de difficultés pour les bénéficiaires des minima sociaux. Et je crois que ça répondra ponctuellement à un besoin. Ça permettra peut-être d'alléger pendant 2-3 jours le quotidien, mais en fait ça ne répond pas sous la durée aux questions essentielles de la précarité. Comment vivez-vous au quotidien la situation justement de certains administrés qui viennent vous voir? Alors, on avait déjà une population vraiment en difficulté, des administrés en difficulté. Mais avec la crise du Covid, avec la situation de l'inflation qui a grimpé, on trouve beaucoup d'administrés en difficulté, ne serait-ce que pour payer le loyer, qui ont des difficultés pour payer l'énergie, l'EDF et autres, et qui ont des difficultés, ne serait-ce que pour la base, manger. Et on a beaucoup plus... Nous travaillons avec la banque alimentaire sur justement les colis alimentaires pour répondre à un besoin ponctuel d'alimentation de ces administrés. Et le nombre a augmenté et en quelques temps, ça a doublé pratiquement. Comment sortir de cette crise? Alors, comment sortir de cette crise? Il faut s'attaquer aux gros problèmes, comme je disais tout à l'heure, structurels, aux gros problèmes de cette société et du pouvoir d'achat des agents, des bénéficiaires, des administrés. Et il faut s'attaquer aussi à l'emploi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut s'attaquer à différentes questions en fait, qui se posent et ne pas à coup de primes exceptionnelles et autres, vous pensez qu'on va régler le problème de la précarité en Guadeloupe particulièrement et en France. Vous restez malgré tout optimiste? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, il faut causer, il faut chercher, il faut trouver des solutions, il faut répondre aux besoins, notamment pour nos jeunes, de formation, mettre en place ce qu'il faut, revoir le tissu économique, le tissu social aussi, travailler dessus, ouvrir les grands chantiers pour que demain soit meilleur. Le GRITA recevait le public à travers un forum des métiers ce matin. Cela se passait aux Abîmes. Cette démarche s'inscrivait dans le sens de la découverte des offres de formation offertes par l'organisme. Une manifestation qui a remporté un franc succès. Aujourd'hui, je suis venue en tant que bénévole pour pouvoir aider les apprentis à rédiger leur CV et les lettres de motivation. Donc là, je suis avec un certain nombre de personnes. Donc dans un premier temps, je leur ai fait un cours sur le CV et la lettre de motivation. Et maintenant, ils sont sur les postes informatiques pour pouvoir rédiger les documents nécessaires à leur recrutement. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore d'expérience. Donc là, il faut vraiment jouer sur leur formation et les compétences qu'ils ont acquises, des compétences acquises en stage. Donc là, il faut vraiment mettre en avant certaines choses pour que l'employeur puisse prendre en considération ces documents. Alors nous avons des métiers sur lesquels il nous manque de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc ce sont ces formations qui sont aujourd'hui présentées en priorité, notamment dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, le domaine du soin, le domaine du tertiaire, le domaine du BTP, le domaine du numérique. Et puis il y a des formations qui sont un peu plus classiques, qui sont demandées et sur lesquelles nous pouvons former également. Alors pour l'instant, dans le domaine de la restauration, nous avons le métier de cuisinier qui est très demandé, le métier de serveur également. Dans les métiers du numérique, le métier de concepteur. Dans les métiers de l'assistanat, assistant de direction. Et puis dans le métier du BTP, tout ce qui est froid, climatisation, second
œuvre d'une façon générale? On est venu aujourd'hui simplement pour recruter des candidats, voir les profils qui existent et répondre à leurs questions en termes de recrutement. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Les métiers qui fonctionnent sont concentrés. Donc vous avez le tertiaire, vous avez le commerce. Le BTP, malheureusement, comme vous le savez, avec le prix des matériaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais les secteurs d'activité qui existent en Guadeloupe fonctionnent. Donc on a du travail, effectivement. Premièrement, déjà savoir ce que cette personne a une expérience, des connaissances techniques dans le métier sur lequel il se positionne. Ensuite, voir quel est le savoir-être, comment cette personne se comporte dans l'entretien et quelles sont ses aspirations afin que nous puissions y répondre. Le Greta de la Guadeloupe a mis en place une journée porte ouverte sur le site des Abîmes de façon à pouvoir recruter des jeunes sur des formations qui se dérouleront en alternance, pour lesquelles les entreprises en fait recrutent, notamment pour le pôle industrie et numérique sur la formation de concepteur designer de niveau Bac+3, sur la formation de développeur web mobile et puis sur la formation de technicien supérieur système et réseau. Les secteurs d'activité les plus demandés aujourd'hui, donc dans le tertiaire, il y a beaucoup de concurrence effectivement. C'est très concurrencé, mais il y a énormément de demandes. Dans le numérique, les entreprises aussi recrutent. Dans le BTP, les entreprises recrutent. Après, il y a vraiment du plus bas niveau, en fait, on va dire, de l'ouvrier jusqu'au niveau ingénieur. Et au Greta, vous allez trouver des formations du niveau BEP, CAP jusqu'au niveau master, licence master. À 17h30, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages et en vigilance jaune pour vent violent et vagues submersion. Le passage en vigilance rouge pour fortes pluies et orages pourrait être déclenché dans l'après-midi de demain, voire avant en fonction de l'évolution de la situation météorologique selon la préfecture. Les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à l'heure dont je vous parle, est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, vent violent et vagues submersion. À noter que l'Express des îles est contraint d'annuler l'ensemble des rotations au départ de Marie-Galante et de Pointe-à-Pitre le vendredi 16 septembre en raison du passage de la tempête tropicale Fiona. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La dépression tropicale numéro 7 s'est renforcée en tempête tropicale Fiona. Elle est située à 685 km de nos côtes et se déplace à 22 km/h. Nous avons fait le point dans ce journal en direct au centre météorologique du Rézé. Je rappelle que la Guadeloupe est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages et vigilance jaune pour vent violent et vagues à submersion. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.